Le Var est méconnaissable. Par endroits, c'est jusqu'à 2 mètres d'eau qui envahissent les rues. Des quartiers entiers sont isolés. Les routes sont impraticables, détruites, emportées par les flots. Le seul moyen d'évacuation reste la voie des airs. C'est plus de 12 hélicoptères qui sont engagés pour secourir la population. À la tombée de la nuit, seul le Puma de l'armée de terre est en mesure de poursuivre cette mission. Qui sont ces hommes qui, cette nuit-là, au péril de leur vie, ont porté assistance aux sinistrés? « 15 juin, 14 h. Les pluies diluviennes s'abattent sur le Var. 16h30. Un équipage de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre est mis en alerte dans le cadre du plan Orsec. 18 h. Le plan Orsec est déclenché. 19 h. Décollage. Le temps est compté. La radio annonce plus de 200 personnes en grande difficulté. On avait pour la mission, première mission, de décoller, de se porter dans la région de Draguignan, Trans-en-Provence plus exactement, pour effectuer les treuillages. Ça va nous faire arriver sur Trans, on aura Trans en latéral droit, tu sais, on restera sur la crête, de manière à pouvoir montrer à droite ce qu'il veut. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on se connaît directement, on travaille ensemble, on a vécu beaucoup de vols ensemble, ça aide aussi en termes de travail en équipage pour que la mission soit réalisée de manière optimale. La météo est mauvaise, la visibilité quasi nulle. Il faut trouver un passage. Connaissant bien la région, on est passé par des endroits qu'on connaissait bien, donc des petits trous de souris. Le gros avantage, c'est qu'il faisait encore jour. Donc pour moi, c'était pour prendre en compte l'environnement, c'était intéressant, parce que j'ai pu voir que je ne pouvais pas faire de passage sous ligne. La tension monte. L'équipage découvre l'ampleur des dégâts. En bas, c'est le chaos. Nous n'avons pas de sapeurs-pompiers, nous n'avons pas de plongeurs affectés à la base. On a eu la chance d'arriver sur zone et de tomber sur un plongeur. Allez, j'ouvre la porte à droite. Beaucoup de personnes sont à secourir. Il faut absolument récupérer un plongeur. Moi, je voyais qu'à 20 mètres des personnes, il y avait 2 secouristes qui étaient là, qui n'arrivaient pas à traverser à cause du torrent, quoi. Donc j'ai dit, je vais descendre là. Une fois la brassière en bas, il y a tout de suite une personne, un sauveteur qui a pris la brassière. Et quand j'ai vu descendre ce treuil avec cette sangle, j'ai regardé mon pote et j'ai dit écoute, j'y vais. De là, je l'ai remonté, je l'ai emmené en soute, on lui a mis un casque histoire de communiquer avec lui, savoir ce qu'il savait d'en bas et ce qu'il attendait de nous et ce qu'on attendait de lui, quoi. Et là, tout de suite, ça s'est enchaîné et on a été secourir les 2 personnes âgées. 20h30. L'arrivée du plongeur permet de commencer le premier sauvetage. 2 personnes sont prises au piège, épuisées, accrochées à un poteau depuis des heures. Si l'équipage n'intervient pas, c'est la noyade qui les attend. Les conditions sont extrêmes. Le pilote doit faire preuve de sang-froid, à l'écoute permanente du treuilliste. Le plongeur et le treuilliste ne se connaissent pas, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. La vie de 2 personnes est entre leurs mains. On a un lien qui s'est créé très fortement avec le treuilliste, parce que ça se passe entre lui et nous, le dialogue. La relation est exclusivement le regard. Voilà. Il s'est créé un lien particulier, effectivement, sans s'être parlé, juste dans le regard et dans les faits. Les missions s'enchaînent.
Le dialogue est permanent entre les membres de l'équipage. Donc le truiste m'amène donc avec des ordres simples, à droite 10 mètres, arrêt pour la droite, en avant, en arrière, montée. Et à ce moment-là, une fois qu'il est vertical à la personne, il me dit bonne position, bonne verticale. Pour moi, ça veut dire que je suis sur l'endroit où on va faire le treuillage. Donc à ce moment-là, je prends des repères. Nous devons nous communiquer sans se voir. Je suis les yeux en tant que treuilliste du pilote. On a treuillé entre les deux lignes. Voilà, tu restes côté comme ça, côté gauche. Cet endroit-là, c'est un nœud de ligne grosse tension. Donc il y a un carrefour en fait, un carrefour de lignes électriques. Et donc c'était pour moi de conjuguer le vent, de conjuguer les dangers, donc les lignes électriques, et en plus donc, avec la pluie. Et aussi les nuages qui arrivaient, qui commençaient à prendre un petit peu les poteaux. Les premières évacuations, on les a fait de jour, vers 20h30, et on a continué toute la nuit, nous. Une ligne en bas, on va suivre l'étage jet. Dans l'obscurité, l'arrivée du Puma est un espoir, une délivrance. Le 16 juin, à 10h30, après 14 heures de vol dans des conditions extrêmes, les équipages du Puma passent le relais aux autres armées. Cette nuit-là, 130 personnes ont été sauvées grâce à l'intervention de ces hommes de l'armée de terre.